Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles bien entendu, bien dans son job. Aujourd'hui, comment gérer sa mobilité professionnelle et géographique, un sujet dans l'actualité évidemment depuis cette crise Covid. Les salariés ont bougé, beaucoup bougé. On en parle avec Muriel Botton, directrice réseau dans Ma Nouvelle Ville. Elle est notre invitée. Le livre de Smart Job, Multipotentiel. Mais qu'est-ce que c'est donc qu'un multipotentiel ? C'est le titre d'un livre qui sort chez Duno. Son auteur Frédéric Génicaud sera notre invité. Est-elle elle-même une multipotentielle ? Tiens, on lui posera la question dans quelques instants. Le cercle RH et le débat des experts, actualité très riche. Une inflation qui progresse, 2,8 en novembre, 2,6 sur l'ensemble de l'année. L'application, le dernier volet de l'application de la réforme de l'assurance chômage qui continue toujours à faire grincer des dents. Et puis un protocole Covid pour faire face à la 5e vague. On en parlera avec mes invités, les experts de Smart Job. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, l'hôpital est en crise. Beaucoup d'infirmières cherchent à se reconvertir. On en parle avec la fondatrice de Charlotte K. Voilà le programme tout de suite. C'est bien dans son job. Bien dans son job, bien dans son travail, bien dans sa mobilité. Tiens, c'est un vrai sujet qui intéresse beaucoup de cadres et de collaborateurs qui, après cette crise Covid, sont partis vivre loin. Parfois ont dû revenir parce que c'était compliqué, l'entreprise les rappelait. Et on en parle avec Muriel Botton. Bonjour Muriel. Bonjour. Merci d'être avec nous. Directrice réseau chez Ma Nouvelle Ville, une structure créée il y a 25 ans, qui est une entreprise. C'était quoi l'idée il y a 25 ans ? Parce qu'il n'y avait pas de Covid il y a 25 ans. Enfin, tout allait bien. Tout allait bien et tout va toujours bien. C'est que nous aidons les salariés d'entreprise dans une mobilité professionnelle, mais également les entreprises qui les emploient et les collectivités qui les accueillent. Notre but, c'est effectivement d'aider ces salariés d'entreprise et leurs familles dans une nouvelle intégration, dans leur nouvelle vie. Voilà, on accueille à peu près, pour vous donner un exemple, plus de 10 000 familles par an sur tout le territoire français, que ce soit donc des mobilités internes ou de l'impatriation. Bien sûr. Muriel, ses salariés, ses familles, et souvent oui. le cadre ou le papa, la maman, poussent la porte de votre espace, de Ma Nouvelle Ville, se posent et vous disent, voilà, on est en galère. C'est quoi leur problématique aujourd'hui ? J'habite trop loin, l'employeur veut que je revienne Voilà, alors on s'adresse aussi par rapport aux entreprises. Et aux entreprises, bien sûr. C'est important, c'est effectivement de se dire, j'habite Poitiers, j'ai mon entreprise qui est à Poitiers qui me dit, bien voilà, dans 15 jours, tu es muté à Marseille et quelqu'un va t'aider à trouver un logement et à t'intégrer dans cette nouvelle vie. Voilà. Effectivement, donc nous sommes là pour l'accompagner dans tout son quotidien. Donc ça va passer par lui trouver un nouveau logement pour lui et sa famille par rapport à ses critères. C'est du service, c'est du service. Une forme de conciergerie premium. Oui, ça va plus loin. Hein. Ça permet à l'entreprise aussi de fidéliser son collaborateur et de le décharger de toutes ces contingences importantes. Vous savez qu'en France, quand même, bouger, ça reste compliqué. Le français n'est pas toujours très mobile. On l'entend tout le temps. Voilà. Problème de mobilité dans l'emploi. Voilà. On se rend compte qu'il y a des bassins d'emploi. Moi, je vais vous donner un exemple concret. Comme vous pouvez l'entendre, j'ai un petit accent du Sud. Je vous confirme. Bien agréable, d'ailleurs. Je vous remercie. Donc, effectivement, vous avez des bassins d'emploi en France où il y a du chômage et des régions qui sont plus attractives sur le chômage. Et par exemple, en Occitanie, nous avions à une époque besoin de chaudronniers. Voilà, pour l'aéronautique, bien entendu. Et dans l'Est de la France, on trouve ces personnes qui ont cette spécialité. Comment les faire venir et leur donner un petit accent. Et leur donner, du coup, un autre accent. Eh bien, tout simplement, nous sommes là pour les accompagner, parce que bien souvent, ce sont des personnes qui ont plus de 20 ans dans une région. Ils sont installés, ils ont leur maison. Ils ont leur maison, ils n'ont pas envie de bouger. Comment on fait ? Eh bien, on va les accompagner. On va concrètement voir ce qu'ils souhaitent. Et surtout, nous chercher ce logement et les accompagner sur cette recherche de logement. Pour faciliter. Ce mouvement. Mais on ne va pas s'arrêter là. On peut s'occuper pour eux du bail, de la signature de l'état des lieux. On peut s'occuper des fluides, on peut s'occuper des inscriptions scolaires des enfants. Et surtout, nous avons des collaborateurs qui vont les accompagner dans leur quotidien. C'est-à-dire leur dire, bien écoutez, vous êtes fan de tel sport, voilà.
la salle de sport qui correspond, le marché qui est près de votre lieu de travail, de votre domicile, mais également quelle est la piste cyclable qui va vous emmener à votre travail. Voilà, on va jusqu'à ce niveau de détail. Oui, nous avons des collaborateurs très investis qui connaissent bien leur ville ou leur région et qui sont là aussi, qui sont vendeurs de tout cela. Et c'est important. Alors Muriel Beautéon, il y a un observatoire avec lequel vous avez travaillé, observatoire de la mobilité professionnelle et géographique. Là, on y trouve des chiffres qui viennent corroborer les propos que vous aviez un instant sur les freins à la mobilité. Il y a quand même 29% des dirigeants, on va voir ce chiffre, qui auraient été dissuadés de recruter certains candidats à cause de leur éloignement géographique. Et inversement, côté salarié, 48% des salariés, eux, auraient été découragés de postuler à une offre à cause, cette fois-ci, de l'éloignement géographique. Je repose ma question parce que le Covid est passé par là. Oui. On a travaillé à distance. On n'est plus allé au bureau tous les jours. On y va d'ailleurs de moins en moins au bureau. On hybride. Est-ce que ça a modifié, je dirais, votre manière d'aborder, d'approcher les entreprises, de leur parler de cette question de la mobilité ? Oui, ça a modifié puisqu'effectivement les attentes des salariés et des entreprises a été un petit peu perturbée par ce Covid. Donc on s'est d'abord rendu compte que certaines personnes ont quitté certaines régions. On voit bien que l'Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes ont eu un déficit pendant quelque temps, bien que ça reste des bassins d'attractivité, et que les salariés et leurs familles ont voulu quitter ces régions. Donc, ils sont partis sur des logements plus grands, respirer, mais toujours proche des moyens de transport. Donc ça, c'est très important. Donc on a vu des régions telles que l'Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, qui ont vu effectivement arriver de nouveaux arrivants sur leur agglomération, mais plutôt sur des petites villes ou moyennes villes, plutôt que des grandes agglomérations. Et on se rend compte maintenant qu'il a fallu aussi retourner au travail et que donc on y va peut-être 2-3 jours par semaine. Donc ça reste jouable pour un salarié qui habite très loin, qui dit je prends une chambre d'hôtel. Ça reste c'est ce qu'on appelle du célibat géographique. C'est ça, je voulais que vous me donniez ces expressions. Effectivement, c'est une nouvelle expression que l'on emploie, c'est le célibat. Je suis 2 jours seul dans une ville pour bosser. Pour bosser, et je retourne en fin de semaine voir ma famille, être avec ma famille qui a du coup une qualité de vie. Ça se développe. Ça se développe de plus en plus. Donc c'est une bonne nouvelle pour la mobilité. Ça veut dire que le chef d'entreprise peut jouer là-dessus en termes de marque employeur. Le chef d'entreprise peut jouer là-dessus et ça va lui permettre de lever des freins à la mobilité et de fidéliser, comme je vous disais, son salarié en lui proposant de nouvelles méthodes de travail et de nouvelles méthodes d'accompagnement. Il y a des flux de départ, il faut quand même le dire. C'est l'Île-de-France qui est un des plus gros flux de départ. Oui. Et Paris notamment. Comment ça se gère ça pour vous, pour votre structure de ma nouvelle ville ? Comment on gère ces départs ? Parce que à la fois la capitale, la ville-monde se vide, et puis les gens vont partir dans des zones, on les connaît ces villes, c'est Angoulême, c'est Nantes, c'est toutes ces villes qui ont un TGV, où il fait bon vivre. Comment on fait là ? Comment vous faites ? Alors déjà, effectivement, Paris... On a tendance à dire que Paris s'est vidé, mais il y a quand même encore sur l'Île-de-France une attractivité importante, puisqu'il y a quand même un bassin d'emploi qui est important. C'est vrai. Donc c'est vrai qu'il y a eu une baisse, des gens sont partis, mais aussi des gens sont arrivés. Voilà, ça c'est une première chose. Et l'avantage que nous avons chez Ma Nouvelle Ville, c'est que nous avons des collaborateurs dans toute la France. Donc nous avons su accueillir ces personnes qui arrivaient dans des nouvelles villes, comme vous dites, Angoulême ou autres, et nous avons pu les accompagner dans ces nouvelles recherches de logement et dans cette nouvelle intégration. On est présent dans toute la France, en fait. Oui, il faut préciser que c'est un maillage sur toute la France. C'est un maillage dans toute la France, que ce soit des grandes villes comme des villes moyennes. On peut... Il y a un chiffre qui m'a interpellé parce qu'on reçoit beaucoup de DRH. Alors les DRH sont sollicités sur plein de sujets et ils l'ont été encore plus pendant la crise Covid. Là, il y a 26% de ceux qui ont été interrogés par l'Observatoire de la mobilité professionnelle, 26% de ces DRH qui jugent la mobilité comme un enjeu prioritaire. En un mot, c'est pas un enjeu prioritaire parce qu'ils sont que 26%. Comment vous l'expliquez ? Alors, 26% sur des petites et moyennes entreprises. On passe à 44% dès que l'entreprise fait plus de 500 collaborateurs. Pourquoi ? Bien souvent, sur des petites et moyennes entreprises, le dirigeant et aussi le DRH et gère tout en même temps. Donc effectivement, pour lui, il va estimer qu'il y a un enjeu, mais ne va pas s'occuper de cette mobilité. Et c'est là où nous intervenons, Ma Nouvelle Ville, pour l'accompagner et lui expliquer que c'est important de s'occuper de cette mobilité parce que parallèlement à ça, 80% des salariés estiment que
son employeur. C'est de la mission de l'employeur. Bah oui. C'est de la mission de l'employeur de l'accompagner dans cette nouvelle démarche de mobilité professionnelle. Avant de nous quitter, Muriel Beauthéon, votre business, comment ça marche ? Comment on fait ? Comment vous gagnez votre vie sur ce sujet ? Vous accompagnez le salarié ou alors c'est l'entreprise qui va payer cette prestation pour le salarié ? C'est l'entreprise qui va payer. C'est vraiment un service dédié au RH pour aider les entreprises dans cette démarche de fidélisation de son employé. Voilà. Donc ça veut dire qu'on était parti sur un cas de figure assez traditionnel, c'est-à-dire qu'on délocalise un site qui va passer de Perpignan à Lille. Oui. Bon là, évidemment, les gens font la tête. Encore que, pas du tout. Pas du tout. Non, mais c'est pour faire un trait d'humour. Par rapport à moi. À bienvenue chez les ch'tis, quand on part dans le Nord, évidemment, on est très triste. Mais on redescend souvent en pleurant parce qu'on n'a pas envie de partir. Il y a beaucoup comme ça de mobilité classique en ce moment, avec des sites qui se créent, qui se délocalisent. Nous avons eu... La période Covid a fait aussi qu'il y a eu des entreprises qui se sont restructurées avec effectivement des sites qui ont fermé et d'autres sites qui ont ouvert. Donc effectivement, il y a eu des mouvements tels que vous avez expliqué. Effectivement, c'est quelque chose que l'on voit. Et la mobilité, c'est quelque chose qui existera toujours et qui est important. Et qu'il faut amplifier parce que la France n'est pas le pays le plus mobile. Nous ne sommes pas le pays. Aux États-Unis, on prend sa voiture, on traverse les États-Unis, on change. Voilà. Mais l'avantage, en France, nous avons Manouvelville pour vous accompagner. Évidemment, Manouvelville et ce petit accent occitan. On a bien compris que vous veniez d'Occitanie. Merci Muriel Beauthéon. Merci. Et à découvrir cette étude complète réalisée par l'Observatoire professionnel géographique sur les mobilités, en partenariat avec Manouvelville, avec des chiffres assez intéressants. Si vous êtes des RH ou vous travaillez dans ces services des RH, allez jeter un œil parce que les salariés sont quand même très exigeants et demandeurs sur ce sujet. Merci de nous avoir rendu visite. À très bientôt. Le livre de Smart Job, c'est tout de suite. Je ne sais pas si vous êtes multipotentiel, slasher. En tout cas, il y a beaucoup de cadres, de dirigeants, de chefs d'entreprise qui sont dans ce profil. C'est pas si simple, c'est pas toujours facile à gérer d'être multipotentiel parce qu'on fait 1000 choses en même temps. On en parle, c'est le titre d'un livre qui s'appelle justement Multipotentiel. Le livre de Smart Job, c'est chaque semaine un ouvrage et un auteur évidemment. Avec ce livre Multipotentiel, couteau suisse, touche à tout, le monde du travail s'offre à vous, édition Duno. Livre positif, parce qu'on se dit multipotentiel, ils ne trouvent pas leur place. Non, c'est un livre très positif, qui vous donne envie, qui vous encourage. Et son auteur, Frédéric Génicaud, est avec nous. Bonjour Frédéric. Bonjour Arnaud. La question que je posais à l'introduction, je vais vous la poser, vous êtes là avec nous. Quand on écrit un livre sur les multipotentiels et qu'on explique ce que c'est un haut potentiel, vous prenez vraiment le temps de nous accompagner sur les hauts potentiels, le QI, enfin tous ces sujets. J'ai l'impression quand même, quand je vois votre parcours, consultante en stratégie commerciale, vous avez travaillé dans des grands groupes, économiste de formation, vous avez ouvert dans des secteurs de... vous êtes un multipotentiel. Oui. Vous avez écrit un livre sur vous, en fait. Oui. C'est ça, vous le dites timidement, mais c'est un peu vous qui se raconte dans le livre. En fait, j'ai raconté mon parcours et puis surtout, j'ai essayé d'expliquer les choses et puis ensuite de proposer en fait des modes d'emploi pour aider les gens à assumer cette multipotentialité et puis à prendre leur place. Et en fait, les retours que j'ai des lecteurs, il y a un premier retour qui me frappe, c'est les gens se sentent moins seuls. Voilà. Et c'est l'idée de dire qu'on est plusieurs à vivre ça. Et d'ailleurs, plusieurs à vivre ça, et j'ai même envie de dire, pour faire un joint, c'est que vous êtes plusieurs à l'intérieur de vous-même quand on est multipotentiel. Il y a plusieurs personnalités, plusieurs envies, plusieurs désirs, qui parfois se chevauchent, s'entrechoquent. C'est dur à vivre ou pas? Parce que vous dites, le monde du travail s'offre à vous. Intérieurement, c'est pas si facile à vivre, tout ça. Non, mais enfin bon, il faut quand même être réaliste, hein, c'est positif. On a je dirais, ce qui est le plus compliqué, je pense, c'est le cheminement, c'est la curiosité, la nouveauté, l'enthousiasme, et puis il arrive un moment, on s'ennuie. Donc c'est vraiment ces passages-là. Et là, on est rehappé par d'autres idées, par d'autres rencontres, et on a envie de faire plein de choses. Donc on est finalement une éternelle débutante ou un éternel débutant, avec le regard des autres et le jugement de l'entourage, parfois qui n'est pas facile. Il y a beaucoup, il y a à la fois des éléments didactiques, puis il y a des portraits, des témoignages, des portraits, des parcours de personnalités très différentes, de gens qui bossent dans la boulangerie, qui ont dirigé des grands groupes, et puis qui ont cheminé. L'objectif, c'était quoi? C'était aussi de dire à ceux qui lisent le livre, ça vous permet de vous identifier, c'est possible, on peut être multipotentiel et avoir une très belle réussite professionnelle. Parce que le débat qui est posé sur votre sujet, c'est de se dire, multipotentiel, l'entreprise, elle n'en veut pas trop finalement.
Elle en veut ou pas, l'entreprise, de ce multipotentiel, espèce d'explosion intellectuelle? Je pense qu'elle en veut aujourd'hui, certainement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un moment où l'entreprise, elle est dans une situation où l'incertitude est très forte, où il y a des grands défis, et qu'aujourd'hui, des personnalités qui ont connu des vies multiples, qui ont fait beaucoup de choses différentes, et qui ont une capacité d'adaptation très forte, sont aujourd'hui des profils qui sont recherchés. Pour répondre à la question sur les parcours, parce qu'en fait, les parcours ne sont pas uniques quand on est multipotentiel. Et donc, présenter uniquement mon parcours, je trouvais que c'était un petit peu réducteur. Et donc, je voulais l'ouvrir à des salariés, des entrepreneurs, des hommes, des femmes, des gens plus âgés, des gens plus jeunes, pour montrer la diversité aussi de ces parcours. Alors, il y a un travail didactique, explicatif, où vous vous racontez, où on raconte des histoires. Et puis, il y a un travail aussi sur gérer votre mental et vos émotions. Je trouve ça assez passionnant, parce que vous dites la vie du multipotentiel, c'est comme ça que vous l'appelez. C'est le grand 8, avec des hauts et des bas, les idées fusent, les liens se font, tout va bien. Parfois, le cerveau s'emballe, et vous vous retrouvez submergé par des émotions négatives. Ça veut dire qu'il faut quand même se connaître, et ensuite gérer tout ça. La première chose, c'est bien se connaître. Et puis après, je pense que c'est effectivement, dans les moments où c'est un petit peu plus compliqué, avoir une forme d'autocompassion, une forme de gentillesse avec soi. Les multipotentiels sont des gens très exigeants, assez performants, je trouve, en tout cas me concernant. Et donc moi, j'ai appris à développer une autre forme de relation avec moi-même, d'être un petit peu plus douce et de faire attention. Vous dites arrête de te brutaliser, quoi, arrête. Prends un peu de recul. Regarde les choses autrement. J'ai appris à me regarder parfois, à prendre du recul, à me regarder, je dis souvent... Pourquoi vous êtes trop comment quand vous êtes comme ça? Moi, je suis très perfectionniste, j'ai un côté très bon élève. Donc, puis les multipotentiels, il y a deux teams, il y a deux équipes. Il y a l'équipe des gens qui foncent et qui vont à toute vitesse sur les nouveaux projets, ça c'est ma team. Et puis il y a ceux qui procrastinent. Ceux qui se disent mais je vais y aller, je sais pas pourquoi aujourd'hui, etc. Parce que je dois choisir, c'est compliqué de choisir. Donc moi je suis plutôt dans le genre je fonce et bon élève. Donc il y a des moments c'est un peu compliqué. Donc j'ai appris à me poser et à me dire ok, regarde comment tu te parles. Est-ce qu'une amie te parlerait comme ça? Non. C'est intéressant, donc c'est le dialogue intérieur, c'est un dialogue intérieur, d'ailleurs plus qu'un dialogue, une bataille intérieure qu'il faut gérer, parce que c'est vrai que vous dites, ça peut être formidable, ça peut être de la joie, des rencontres, intellectuellement c'est très riche, puis ça peut être des moments de doute profond, de moments où on est gagné par des sombres idées, c'est pas si simple à gérer ça. Non, parce que parfois, Séverine Louérault l'explique très bien. Qui est venue sur le plateau d'ailleurs. Voilà, elle dit tout va bien, mais je m'ennuie, je veux changer. C'est ça. Donc, on tourne en rond. Ça, puis il y a des moments où on a envie de développer des choses, mais qu'on ne connaît pas. Parce que simplement, c'est quelque chose qui nous tente, qui nous plaît, on a envie, on est enthousiaste, on a envie d'apprendre. Et là, on se dit, à notre âge, est-ce qu'on remet tout en question? Est-ce qu'on recommence? Oui, c'est pas facile, mais c'est quand même des vies extraordinaires. Et encore plus aujourd'hui, je pense. Parce que c'est... je dirais la reconversion permanente qui est notre modèle de vie est quand même beaucoup plus acceptée dans la société. J'avais envie de parler du passé, enfin de personnages historiques qui ont transformé le monde, des chercheurs, des inventeurs, Eiffel. Aujourd'hui, on les appelle les slasheurs, de gens qui passent finalement ou qui multiplient les tâches. C'est différent un slasher d'un multipotentiel, ou on retrouve souvent des multipotentiels dans les slasheurs? Alors, un slasher est une forme de multipotentiel. C'est-à-dire que les multipotentiels, ce sont soit des gens qui ont eu plusieurs activités, plusieurs métiers, de manière séquencée. Donc vous donnez l'exemple de Michael Marc, qui est un portrait du livre, qui a été assureur, banquier et qui est maintenant boulanger. Kaiser. Voilà, donc il s'occupe en fait des boulangeries Kaiser en Belgique. Et puis vous avez des personnes qui sont des slasheurs. Moi je suis une slasheuse, c'est-à-dire qui ont plusieurs activités en même temps. Soit des activités qui sont complètement différentes, soit des activités où il y a un lien entre les activités. Alors, vous en êtes où dans vos activités empilées les unes sur les autres? C'est quoi? Parce que dans le CV, c'est compliqué. Vous faites quoi en ce moment? Qu'est-ce que vous faites? En ce moment, je parle d'un livre. En ce moment, je suis autrice. Aujourd'hui, là, sur ce plateau. Oui, et dans une heure? Dans une heure, je serai coach pour entrepreneurs multipotentiels. D'accord. Ensuite, je donne des conférences. Et puis, j'ai lancé un podcast qui s'appelle Le Sirop, qui est sorti en avril de cette année. Et Le Sirop extrait des livres business les idées les plus originales et les plus concrètes.
Donc en 15 minutes, je décortique un livre. Alors nous, c'est 10 minutes. Alors en fait, vous en extrayez à travers ce mot sirop la substantifique moelle, c'est-à-dire la sève. Dans votre livre, il y a comme une partie au départ, indépendamment du développement personnel, de la gestion de ses émotions. Il y a toute une partie où on se dit, mais un multipotentiel, c'est quoi? C'est quelqu'un ou une femme, un homme qui a un QI surdéveloppé. Vous dites, c'est pas si simple, c'est pas que du QI. On les appelle les hauts potentiels à l'école. Est-ce qu'on peut les considérer comme des personnalités, des femmes et des hommes à haut potentiel? Alors, un haut potentiel intellectuel, aujourd'hui, il y a un test qui existe pour tester le haut potentiel intellectuel. Et ça, c'est Verscher, c'est le WAI. WAI, c'est ça. Voilà. C'est ça. Oui, c'est ça, c'est ces échelles-là. Et en fait, il y a un marqueur, il y a un niveau qui est le QI supérieur à 130. C'est ça. Certains multipotentiels ont un QI supérieur à 130, d'autres ne l'ont pas. Simplement, ce test qui existe aujourd'hui valide une forme d'intelligence, qui est plutôt une intelligence logique, mathématique, etc. Or, on sait aujourd'hui qu'il y a d'autres types d'intelligence. Il y a l'intelligence émotionnelle, il y a l'intelligence créative, etc. Néanmoins, il n'y a pas de test aujourd'hui qui mesure ce type d'intelligence. L'intelligence émotionnelle, elle se manifesterait comment? Parce que là aussi, par rapport à l'entreprise qui parfois cherche à faire rentrer, encore que depuis quelques mois, crise Covid oblige, ça a évolué, mais faire rentrer un peu les gens dans le même moule, finalement on ne parle pas de soi, on montre peu ses émotions. Ça change ça bouge ça? J'ai l'impression, oui, qu'il y a on cherche quand même à s'affirmer d'une certaine... Enfin, affirmer, oui, je pense. Mais... l'intelligence émotionnelle des multipotentiels, c'est aussi une forme d'empathie qui est très forte. C'est-à-dire qu'on dit souvent des multipotentiels que ce sont des gens qui savent faire des liens entre les choses. Oui. Moi, je pense que c'est des gens qui savent aussi faire des liens entre les personnes et qui ont donc une empathie très forte, une intuition aussi. Et ce sont des gens qui sont formidablement réseau. Ils fonctionnent d'ailleurs très fort avec des écosystèmes particuliers. Nathalie Novak, dans le livre, l'explique très bien. Mais qui a une sensation de leur environnement, vous dites aussi, l'olfactif, voilà, ils sont très sensibles à ce qui se passe autour. Vous êtes une autrice heureuse en multipotentiel? Est-ce qu'on est un être humain heureux quand on est multipotentiel, ou est-ce qu'on est épuisé finalement par cette accumulation de désirs? Non, ce serait dommage de dire que je ne suis pas heureuse, non. Non, je suis heureuse. Maintenant, c'est... il faut être méticuleux, il faut être très précis sur l'emploi du temps, quand même. C'est ça, il faut être très organisé. Et je dis souvent que, paradoxalement, en étant très organisé, on dégage du temps pour faire autre chose. Donc il faut un peu s'organiser au début, et comme ça, on a plus de temps. Je crois que la difficulté, c'est comment est-ce qu'on crée l'harmonie entre le très lointain, c'est-à-dire, c'est comme quand on conduit une voiture, on doit voir la destination finale. Et être en même temps devant le phare. Et puis en même temps, être aujourd'hui, quoi. C'est ces deux temps-là qui sont compliqués à réconcilier, parce que ces deux temps-là, généralement, amènent des projets qui sont différents. Mais le projet d'aujourd'hui, il y aura toujours un élément qui va vous amener sur le projet de demain. C'est vrai. Il y a une hybridation aussi qui est intéressante. À découvrir ce livre multipotentiel pour vous libérer, parce que c'est un livre où on est libéré avec des exemples, avec des bandes dessinées aussi, avec des strips très sympas et un peu humoristiques qui vous font marrer, et puis beaucoup d'informations qui vous libèrent, tout simplement. Je pense que c'était l'objectif aussi de ce livre. Multipotentiel, couteau suisse, touche à tout, le monde du travail s'offre à vous, c'est vous dire que c'est positif. Édition Duno, Frédéric Génicaud, voilà, c'est fini, vous avez quitté votre uniforme d'autrice en promo, vous allez repartir dans votre autre vie de slasheuse. Merci de nous avoir rendu visite. On fait une très courte pause et on se retrouve juste après pour le cercle des experts. L'actualité est riche, l'inflation évidemment. L'assurance chômage, son dernier volet qui rentre en application. Et puis on parlera, si on a le temps, avec nos invités du protocole Covid. Oui, c'est les nouvelles règles de nouveau avec cette 5e vague qui, d'une manière ou d'une autre, va un peu nous contraindre. On en parle juste après la pause. Le cercle RH, le débat des experts chaque semaine pour balayer l'actualité. Alors évidemment, l'actualité est un peu écrasée par cette 5e vague avec des incertitudes sur l'entreprise, même si le gouvernement n'a rien annoncé de précis concernant les règles du télétravail, un protocole, on va en parler. Et puis il y a une autre actualité évidemment, c'est l'inflation qui commence à inquiéter les ménages. 2,8 en novembre, 2,6 d'inflation sur l'ensemble de l'année. Alors c'est légèrement, voire largement en retrait par rapport à la moyenne de la zone euro et légèrement aussi en retrait par rapport aux Allemands qui sont à 5,2. Et puis on parlera de l'assurance chômage parce qu'il y a un vrai débat. C'est la dernière étape de la réforme
qui va rentrer en application. Il faudra travailler 6 mois au lieu de 4, avec l'idée de remettre les Français au travail, alors qu'on a une pénurie d'emplois important et un stock de salariés qui n'ont pas d'emploi. On va revenir sur ce sujet et j'en parle avec mes invités. François Vigne est avec nous. Bonsoir François. Bonsoir. Pourquoi bonsoir? Bonjour même. Bonjour même. Associé chez Sycomore Corporate Finance et membre des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On parlera de l'inflation avec vous, mais là j'interrogerai l'associé chez Sycomore, le spécialiste des finances. Et puis Cédric Pironneau est avec nous. Bonjour Cédric. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous allez rentrer dans le cercle très fermé des experts de Smart Job. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Co-fondateur et directeur général de SPV Assurance. Merci d'être avec nous. D'abord, ce chiffre réalisé par Margot Ruot, 2,6 d'augmentation de l'inflation. Ça, c'est sur un an. Et au mois de novembre, on est à 2,8. Et rien ne nous dit d'ailleurs que tout cela va baisser en décembre. D'abord parce qu'il y a une très très forte demande. Noël arrive. François Vigne, là, je me tourne plus vers l'associé Sycomore. Les experts de la finance nous disent, attendez, rassurez-vous, on est dans un goulet, il y a une très forte demande, les prix vont augmenter, mais tout ça, à partir de mars 2022, tout ça va se régler. Est-ce qu'on en est si sûr? Parce que l'énergie, les produits alimentaires de base et un certain nombre d'autres produits de services, notamment les mutuelles, enfin un certain nombre augmentent. Tout ça est inquiétant quand même. Alors d'abord, je ne suis pas économiste, hein, je suis un homme spécialiste de marché, mais mis à part ça, je ne suis pas un économiste, première chose. Et ensuite, si les économistes savaient prévoir l'avenir, ça se saurait. Ils se trompent toujours. C'est ça. Donc ça, c'est la deuxième chose. Une fois qu'on a Et dit vous ça, n'êtes pas économiste, on est d'accord. Non, mais on est d'accord. Et une fois qu'on a dit ça, l'inflation aujourd'hui semble quand même liée à un phénomène de rattrapage. L'ensemble de l'économie a été arrêtée. Elle est en état et au stade du rattrapage, avec des goulets d'étranglement. Donc ça explique aujourd'hui cette pression sur les prix. Et donc on peut penser que cet effet de rattrapage sera et ponctuel, en tout cas finira par disparaître. Ça prendra 6 mois, 3 mois, 6 mois, 8 mois, 12 mois, en fonction également des différentes vagues Covid, mais on en verra le bout. Et d'ailleurs avec une croissance qui va fortement ralentir. Donc c'est lié à une très forte demande. Et donc on peut penser que l'inflation par les coûts, en tout cas des matières, va se réduire. En revanche, quand on est obligé d'augmenter les salaires pour compenser cette inflation, on crée des mécanismes d'inflation à long terme. Parce qu'en revanche, je dirais, l'inflation, les salaires auront augmenté durablement. Bah oui. Parce que les salaires, une fois qu'ils ont augmenté, on ne les réduit pas. Donc il y a de toute façon de l'inflation, je dirais, un peu plus structurelle qu'on est en train de mettre dans le système pour compenser cette inflation et pour permettre de maintenir le pouvoir d'achat face à cette augmentation des prix. Donc en fait, les deux vérités sont vraies, c'est qu'il y a à la fois une inflation, je dirais, par les coûts des matières qui devrait se réduire. Mais en revanche, l'inflation qu'on crée en augmentant les rémunérations pour compenser cet effet, je dirais, sur le pouvoir d'achat, elle crée une inflation structurelle. Et certains disent même que cette augmentation ne suffira pas parce qu'elle-même est dans un effet de rattrapage. Tout à fait. De salaire qui avait été bloqué, dont on ne parlait plus depuis quelques années. Mais le risque que nous prenons, c'est qu'en augmentant les salaires, on va avoir des décerclements et en même temps, on risque d'avoir demain une croissance qui va se réduire. Et donc le risque qu'on a, c'est ce qu'on a une sorte d'effet de ciseau avec des décharges pour les entreprises qui augmentent et en revanche, une croissance qui baisse et donc avec de ce point de vue-là, des profits qui diminuent et avec un risque de nouveau sur le chômage qui pourrait de nouveau créer d'autres tensions. Parce qu'on le sait, les salaires, on ne les redescend pas en fonction de l'inflation. Quand ils montent, ils montent. Et quand on prend le sujet des mutuelles et de la santé... Qui ont pris un petit plus, là aussi. Qui ont pris un plus, très clairement. Un beau plus, même. Oui. Mais qui est tout à fait, qui est tout à fait logique, parce qu'en fait, on a un rattrapage des soins très fort. Après une année Covid, avec 3 mois où évidemment on ne s'est pas soigné, il faut rattraper les dents, les prothèses, l'orthodontie, voilà, tous ces sujets-là qui évidemment... Donc là, vous aussi, vous avez un effet goulet des anglements. Si je veux être taquin, on n'a pas baissé les mutuelles quand on n'a pas dépensé parce que les gens ne consommaient plus de soins. On aurait pu... Oui, c'est pas au volume de... Non, mais alors après, on a un autre sujet qui arrive, c'est l'arrêt de travail. C'est l'arrêt de travail qui, lui, a vraiment explosé, très clairement. Ça, c'est vraiment l'effet Covid direct. Donc on a des assurances de prévoyance, des assureurs qui sont quand même un peu contraints, qui en plus ont l'obligation par la CPR d'avoir des fonds propres solides et des marges de solvabilité importantes. C'est très réglementaire. À un moment donné, voilà, on ne peut pas non plus... On peut pas faire ce qu'on veut, on ne peut pas tirer les prix comme on veut. Ce que vous dites avec humour, François Vigne, c'est qu'en fait, il faut adapter en fonction de vos clients, ceux qui consomment beaucoup de soins et puis ceux qui n'en consomment pas et qui ne devraient pas avoir d'augmentation. C'est ce que vous avez dit. Mais en fait, d'ailleurs, dans un système, je dirais. C'est pas le sujet du jour, mais. Dans un système idéal, plutôt que de faire des augmentations de salaire durable, il faudrait pouvoir faire une sorte de, je dirais, de prime inflation pour compenser les effets immédiats d'une inflation qu'on peut penser relativement éphémère et en évitant, là encore, je dirais, de perturber la machine durablement. Alors, un petit mot sur les négociations de salaire avant qu'on parle du chômage, mais
finalement, on va y arriver assez doucement. Il y a déjà beaucoup d'entreprises. J'ai vu que Leroy Merlin, bon, il y a eu des conflits d'ailleurs à l'intérieur de l'entreprise, mais certaines entreprises, avant même que les branches prennent des décisions, je ne sais pas où vous en êtes d'ailleurs dans votre secteur de l'assurance, mais ils ont dit, bon, on va augmenter les salaires. Ça peut être 10%, Auchan, Leroy Merlin, toute la distribution, le retail. C'est inéluctable, donc qu'est-ce que vous en pensez? Les salaires vont monter? Déjà, je pense que la grande distribution est confrontée clairement à un problème de recrutement. Oui, on en revient au débat. Bien sûr, mais à un moment donné, il faut aussi mettre des salaires qui tiennent la route pour attirer les gens. C'est quand même des métiers difficiles, c'est quand même voilà. Donc on le voit bien. Dans notre secteur, dans le secteur de l'assurance, bon, les salaires sont déjà, enfin, on est salaires plutôt élevés. C'est pas les plus bas. On n'est pas les plus bas, donc on n'est quand même pas très à plaindre. Après, il y a une tension sur le recrutement, mais ça comme partout. Donc vous dites quand même que cette question de l'augmentation des salaires, c'est un peu pour conserver les talents ou les collaborateurs dont on a vraiment besoin, mais c'est pas uniquement lié aux tensions sur le pouvoir d'achat, parce qu'il y a aussi des salariés qui poussent la porte des DRH pour leur dire, attendez monsieur, moi j'ai pris 15 sur le gaz, j'ai pris 10 sur ma mutuelle, j'ai pris 20 sur l'alimentaire. Il faut m'augmenter, sinon ça passe pas. Parce que cette question-là, elle est quand même posée aux chefs d'entreprise, à tout le réseau des entrepreneurs et dirigeants. Bien sûr. Et nous, entrepreneurs et dirigeants chrétiens, nous sommes favorables à un partage équitable et juste de la valeur. Donc il est normal, là encore, que les salariés eux-mêmes aient des droits, d'une part évidemment, à vivre décemment de leur salaire, et ensuite évidemment également que l'ensemble des salariés puissent avoir ça, c'est la position que tient les entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Après, ce qui est vrai aussi, c'est que quand on est chef d'entreprise, il y a ces principes, et il y a également le fait qu'on est dans un marché d'offres et de demandes, et si les salariés risquent de vous quitter pour aller chez des concurrents qui les paient mieux, l'intérêt du patron, c'est aussi d'avoir une rémunération suffisamment attrayante pour garder les meilleurs talents et pour en attirer de nouveaux. Donc il y a les deux éléments. Il y a la volonté d'être juste dans la rémunération et par ailleurs, on a un système d'offres et de demandes, on est dans une économie, je dirais, de marché, et il est normal là encore d'ajuster sa politique de rémunération en fonction de ce que donne le marché. Cédric Pierronneau. Il n'y a pas que les salaires, parce qu'on le voit bien, la génération qui arrive, elle regarde la feuille de paye, mais ce n'est pas le seul sujet. C'est vrai. Les conditions de travail, tout ce que vous offrez. Les horaires, le télétravail. Et évidemment, le télétravail, la flexibilité que vous offrez. Il faut un peu un service à la carte. On ne peut plus avoir des politiques... Une masse alignée sur les mêmes statuts. C'est fini, ça. Enfin, vous parlez, j'imagine, dans votre secteur, c'est une difficulté que vous avez. Oui, alors c'est pas une difficulté, il faut s'adapter. Il faut s'adapter, c'est tout simple. Voilà, on ne peut pas avoir une politique uniforme. On ne peut pas traiter les gens de la même façon quand on est à Paris ou en province. C'est pas pareil. Les conditions sont pas les mêmes. 3 000 euros à Paris, c'est pas 3 000 euros en province. Ça n'a rien à voir. C'est une évidence. Le prix des loyers, le coût de la vie, c'est pas la même chose. On en revient effectivement à l'idée d'avoir des formes de péréquation en fonction des régions et que les salaires ne montent pas de la même manière, puisque c'est vrai qu'une manière uniforme, il faudrait les augmenter en Ile-de-France et peut-être les augmenter moins dans certaines régions. Enfin, ce qui est le cas en pratique. Ce qui est le cas en pratique. Un mot quand même sur... un mot et plusieurs, parce que ça soulève le débat que l'on a depuis presque 6 mois. Des chefs d'entreprise viennent sur ce plateau tous les jours et nous disent on n'arrive pas à recruter. Impossibilité de trouver des talents, impossibilité de trouver des collaborateurs en grande distrib dans le service à la personne. Et au même moment, le gouvernement, peut-être pour des raisons électorales, vous allez m'éclairer, annonce que ça y est, là, la réforme est vraiment mise en application. C'est le dernier volet de la réforme, mise en place dès le 1er décembre. On ne travaille plus 4 mois, mais 6 mois pour pouvoir bénéficier de droits au chômage. Sur une période de 2 ans. Et puis, il y a quand même l'idée philosophique qu'il y a tellement de gens qui n'ont pas de travail que grâce à cette réforme, eh ben, ils vont retrouver du travail parce qu'on va les inciter à en retrouver. Est-ce que c'est aussi simple que ça, que de dire, sur les 5,4 millions de demandeurs d'emploi, c'est qu'ils n'ont pas fait beaucoup d'efforts parce que regardez, il y a presque 1 million d'emplois qui leur tend les bras. Est-ce que c'est une équation aussi simple? La réponse, c'est dans votre question. Non, ce n'est pas aussi simple. D'autant plus qu'on sait que sur la moitié des chômeurs dont vous parliez, la moitié qui sont des chômeurs de longue durée. Et non indemnisés. Et ces chômeurs de longue durée et non indemnisés, évidemment, je dirais, ce ne sont pas des gens qui rentrent dans le cadre de cette mesure. Et nous, ce que nous pensons également, là encore, aux entrepreneurs et dirigeants chrétiens, c'est que la première chose dont il faut s'occuper, c'est du retour à l'emploi des chômeurs de longue durée. Parce qu'ils sont quand même un vrai sujet pour notre société. C'est une vraie perte de valeur collective. C'est également une perte, je dirais, globalement d'espérance pour beaucoup d'entre eux. Et donc, la première priorité de l'ensemble des gouvernements devrait être de permettre à tous ces personnes éloignées de l'emploi d'y revenir. Donc ça devrait être la priorité. Après, la mesure... Donc vous dites que Pôle emploi ne fait pas l'effort nécessaire. On a beaucoup mis le paquet sur les jeunes, un jeune, une solution, parce qu'on en parle beaucoup. Peut-être pas suffisamment sur ces chômeurs de longue durée? Non, je pense que Pôle emploi, mais c'est pas que Pôle emploi, parce que c'est un sujet compliqué. Arriver à remettre à l'étrier à des chômeurs de longue durée, c'est pas si simple. Donc Pôle emploi doit être impliqué, les entreprises doivent s'impliquer, mais c'est vrai que ça devrait être une priorité gouvernementale absolue que de travailler finalement à
Mais à la rentrée sur le marché du travail de toutes ces La mesure personnes. ne répond pas à ce sujet-là. D'accord. La Non, mesure- je vais vous entendre parce que Non. j'ai lu qu'il n'y avait que 8%, Bien sûr. une étude qui a été faite récemment d'ailleurs par Pôle emploi, il n'y avait que seulement 8%, je dirais, de personnes qui étaient un petit peu récalcitrantes à vraiment chercher un emploi. Tout le reste, Soit récalcitrante de ce qu'on appelle un peu les permittents, soit même que l'ensemble de la profession se soit organisé pour leur permettre de bénéficier une partie du temps, je dirais, du chômage. les une partie fameux du temps- permittents. Et donc, Ouais. donc encore, donc c'est pas que les salariés, ça peut être également l'ensemble des. Donc des ça ne parties. répond pas aux Non. besoins. Bien entendu. La mesure, en fait, elle est là pour Mais elle est quoi, alors équilibrer les comptes, d'abord. Économique 4 milliards Ouais, j'ai entendu un peu moins 2 milliards. 2 milliards. 2 milliards 5, 2 milliards 6. Bon, il y a un premier sujet économique. D'accord. On comprend tous, Bon. hein, c'est une évidence. Il y a un deuxième sujet, effectivement, qui est de limiter ces gens qui font des sauts à droite à gauche, qui s'arrêtent, qui reprennent. Ça, c'est une certitude. Ce qui est important à rappeler pour moi, c'est qu'on ne casse pas cette possibilité qu'offre le chômage de quitter son entreprise pour créer une boîte. Et ça, faut pas casser. Parce que ça, c'est vraiment... Tous les entrepreneurs vous le diront, on est tous passés par C'est là. un très bon dispositif. Ouais, c'est un super Il dispositif. faut le dire, on peut récupérer l'ensemble du volume de ces indemnités en 2 temps. C'est ça l'idée, Ouais. qu'on vous verse pour en fait amorcer la création de votre boîte. Exactement. Et au lieu de le toucher Vous donnez le mensuellement. temps pour le faire. Et donner le temps et en plus avoir un petit peu de trésor parce que souvent c'est ce qui manque. Absolument. Ça vous dites, faut pas le casser. Non, il ne faut pas le casser. Tous les entrepreneurs aujourd'hui passent par cette case-là. C'est extraordinaire. On a cette chance extraordinaire en France. Gardons-le. Vraiment, gardons-le. Et puis, je pense qu'il faut être très clair aussi. Le président avait besoin d'annoncer qu'il réformait quelque chose. Il a renoncé à la réforme des retraites. Quelques mois des élections, il faut bien dire qu'on réforme quelque chose. Donc il était prendre la réforme la plus facile, celle qui a priori entraînera le moins de manifestants dans les rues. Et donc on l'a fait passer. Et comme ça, on dit qu'on est réformiste. Ça c'est vrai. Une fois Les qu'on a dit chômeurs ça, manifestent peu, vous remarquerez. il faut quand même faire attention aussi à une chose. Nous sommes très attentifs. Il ne faut pas pousser dans la précarité des gens qui doivent rester dans le système. Ben oui. Et c'est ça le risque de ce type de mesure. Eh oui. Donc cette mesure a été votée, elle est prise, elle entre en application très bien. Je pense qu'il faut vraiment la soumettre à une obligation, je dirais, de résultat. Et soit elle permet, je dirais, à des gens qui profitaient un peu du système de revenir dans le système et d'y trouver toute leur joie et toute leur rémunération. Et c'est très bien. Si jamais elle ne permet pas cet effet, il faudra sans doute réfléchir à ce qu'on en fait. Juste sur le fond, il faut quand même bien regarder les choses qui bloquent pour certains demandeurs d'emploi qui ne sont pas forcément en longue durée. C'est la qualification. Parfois, l'emploi qui est proposé ne correspond absolument pas à ce que la personne sait faire. Et puis, il y a la question qu'on vient d'avoir sur le plateau il y a quelques minutes, c'est la question de la mobilité. Avec une invitée précédente, des salariés qui avaient acheté leur maison, dont l'épouse travaille pas loin et à qui on dit il faudrait être mobile. Enfin, ça reste compliqué. Et il y a la question de l'âge. Vous oubliez la question de l'âge. Et Parce que l'âge est quand même un facteur d'exclusion assez important, je dirais, C'est de vrai. l'emploi. À partir d'un certain âge, il est difficile de trouver un emploi. Et puis, C'est quoi, c'est 45 ? Excusez-moi, Cédric. C'est encore plus 53, 54, mais dès 45, oui. Dès 45. Oui, c'est assez effrayant ce que vous dites quand même. Hein, parce que Mais là encore, c'est à nous tous de lutter contre ça. Mais c'est un vrai phénomène et qui est aujourd'hui est un vrai facteur de chômage et de chômage long. Cédric après, Pironneau. la question, c'est de se dire, est-ce que cette réforme résout l'équation d'avoir d'un côté 3 millions de chômeurs et de l'autre côté 500 000 postes non pourvus, 5 millions de chômeurs. 5 millions On de est à chômeurs. 5 millions. Ouais, on a 5 millions 4 5 millions 4, hein. 5 millions 8 si on prend, je dirais, l'ensemble Oui. des territoires. Et en face des postes qui ne sont pas pourvus, je ne suis pas sûr. Très sincèrement, je ne suis pas certain. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de se leurrer avec ces espèces d'écrans de fumée ? On nous dit régulièrement ici et ailleurs, on a presque un vivier de 800 000 emplois non pourvus, on cherche partout, on ne trouve pas. Et ce qui renvoie à chaque fois, évidemment, cérébralement, l'idée qu'il y a certains salariés qui ne font pas beaucoup d'efforts pour prendre les boulots. C'est ça qu'on comprend. Il faut quand même regarder la situation. Je veux dire, aujourd'hui, dans le bâtiment, par exemple, qui est quand même un énorme pourvoyeur d'emploi, dans le bâtiment aujourd'hui, ce sont les étrangers qui occupent les postes. On parle des postes d'ouvriers, on parle des postes de... C'est clair. Enfin, je veux dire, Tout à fait juste. on l'a tous vu, on le voit tous. Donc là, on a un vrai sujet quand même. On a un gros sujet. Un sujet politique, si je m'autorise, puisqu'on a un vrai débat sur la place des étrangers en France et de leur place. Certains disent, mais pourquoi on ne s'appuierait pas sur ces forces vives, comme ont pu le faire l'Allemagne d'ailleurs, pour pourvoir ces emplois qui ne sont pas pourvus par un certain nombre de personnes vivantes en France. C'est ce qu'on fait déjà en pratique. Ouais, en pratique, il y a énormément d'emplois. Et là encore, quand j'ai eu l'occasion d'aller plusieurs jours au bureau pendant le confinement, puisque en tant que chef d'entreprise, je devais aller gérer un certain nombre de choses pour l'entreprise. Les seules personnes qui travaillaient à l'époque, c'était des personnes immigrées et sans doute un certain nombre de personnes migrantes. Il faut être tout à fait clair aussi. Donc aujourd'hui, un certain nombre d'emplois, les emplois les plus difficiles, sont tenus par des personnes qui sont des personnes immigrées. Globalement, pour se résumer sur cette réforme chômage,
chômage. On est un peu dans de l'effet d'affichage politique. Vous nous dites, vous qui êtes chef d'entreprise, qui représentez des organisations professionnelles, enfin d'entrepreneurs, ça ne va pas régler le problème. Et dans 6 mois, on sera ici à la même place en se disant mais non mais ce qui est certain en tout cas, j'ai le sentiment que ça va pas régler grand chose. C'est qu'il faut faire beaucoup plus contre le chômage parce que la France se satisfait, enfin en tout cas on claironne un peu que le chômage a baissé. C'est le plein emploi, on a encore 8% de taux de chômage alors que l'Allemagne est à 3%. Le taux de chômage quelque part, c'est celui qui est nécessaire pour permettre aux gens de changer d'emploi, c'est 3%. Donc on a encore beaucoup de marge de manœuvre pour améliorer l'emploi en France. C'est quoi le plein emploi? Parce que vous dites 3, en l'occurrence c'est 3-4 en Allemagne. Entre 3 et 4. On dit qu'en France le plein emploi ça serait quand on réussira à arriver à 5%. Ça serait déjà exceptionnel. Voilà, et donc il faut encore descendre de 2 points. Je ne vois pas pourquoi en France on ne pourrait pas arriver à 3 ou 4%. Mais comment vous, excusez-moi, et on va parler du Covid parce que c'est un sujet qui vous inquiète tous et nous inquiète, mais comment se fait-il que nous n'arrivions pas à casser ce chômage structurel dont vous parliez, chômage de longue durée, des personnes de plus de 45 ans? Qu'est-ce qui se passe? L'éducation et la formation d'abord. Ouais. Le premier sujet, c'est l'éducation et la formation. Moi, quand je vois des patrons étrangers qui viennent en France, ils me disent la problématique qu'on a en France par rapport à d'autres pays, à l'Autriche, à l'Allemagne, c'est la formation des personnes les moins qualifiées. En France, les personnes les moins qualifiées sont beaucoup moins formées que les personnes les moins qualifiées. Qui, elles, reçoivent les formations. Moins qualifiées, je dirais, des autres pays. D'une expérience, mais qui est vraiment criante de vérité. On a monté une association qui s'appelle Assure-moi un projet, parce qu'on avait une problématique de recrutement sur les gens qui font la gestion de sinistres, donc vraiment les premiers jobs dans l'assurance. On n'arrivait pas à recruter. Donc on a monté une association en fait un copier-coller de ce qu'a fait Thierry Marx dans les cuisines, en se disant ce type est génial, on va faire la même chose. On est à plus de 150 personnes qui ont été formées et qui ont trouvé du job. Que vous avez, excusez-moi, récupéré, rencontré grâce à Pôle emploi? Alors, en partie grâce à Pôle emploi et aux régions, des gens mais qui étaient vraiment loin de l'emploi. Loin de l'emploi, qui étaient même cassés par la vie, qui étaient vraiment cabossés. Formation, tout de suite diplômante et avec vraiment l'alternance. Une semaine entreprise, une semaine formation. 90% de ces gens, aujourd'hui, sont en poste. Et ils travaillent dans votre structure? Non, dans le marché. Dans le marché. Dans le marché. Dispatchés sur le marché de l'assurance. Bien sûr. J'ai pas pris. Non, il n'y a pas 150 chez nous. On doit avoir 4 ou 5 personnes, pas plus. Les autres sont partout sur le marché. Donc ça marche. Ce que vous me dites, c'est que sur ce type d'expérience, d'initiative, si on la modélisait, c'est-à-dire qu'on prenait en charge vraiment les personnes dans des formations structurantes, de qualité, pratique, ces personnes reprennent le chemin du boulot. Bien sûr, il n'y a pas de raison. Et elles vous disent quoi d'ailleurs, celles qui sont chez vous en ce moment? Merci, j'imagine, non? Elles sont super contentes, enfin, ça se passe extrêmement bien. Quoi. Mais certains ont évoqué, c'est trop tard parce qu'on est à 4 mois d'une élection présidentielle, mais certains évoquaient l'idée qu'il fallait casser la machine Pôle emploi, qui était une trop grosse machine, et qui finalement n'arrivait pas à individualiser, à travailler finalement sur le sur-mesure. Est-ce que c'est des propositions ou des réflexions que vous avez aux entrepreneurs? Je pense qu'il faut y réfléchir parce que de fait, Pôle emploi peut améliorer son efficacité. Et donc je pense qu'il faut aller ailleurs. Et on voit que souvent, je dirais, les résultats viennent d'associations qui sont beaucoup plus sur le terrain, beaucoup plus proches du terrain. C'est ça, et la réalité du terrain. Et aussi l'idée quand même, j'imagine, qu'en bout de cette formation, qui n'est pas une formation voie de garage, il y avait une embauche. Parce que ça, quand le salarié a ça en tête, bien sûr, il est un peu motivé pour... Et puis pas à horizon 4 ans, à horizon 6 mois. Voilà, dans 6 mois, si vous déconnez pas, c'est pour vous. Ouais. C'est ça l'idée. C'est clair. On termine cette rencontre, ce cerclérage des experts sur le Covid, parce qu'il y a un phénomène très étrange, je voudrais vous le soumettre. Vous êtes des chefs d'entreprise et on a un gouvernement, Olivier Véran était dans le 8e arrondissement pas plus tard qu'hier, il devait faire des annonces incroyables et finalement rien ne sort. Hormis qu'il faut garder le masque, qu'il faut se dire bonjour avec le poing, et est-ce que vous êtes troublé par par la gestion de cette 5e vague? Parce qu'on a eu des gestions beaucoup plus draconiennes, douloureuses même. Là, on a le sentiment qu'il y a une 5e vague, mais comment vous vous situez par rapport à ça? Pour être tout à fait clair, nous préférons cela, parce que, encore, on a quand même l'avantage d'avoir pratiquement 2 ans, je dirais, de gestion du Covid derrière nous. Et je pense que les entreprises, globalement, l'ont plutôt bien géré. Je pense que c'est le constat de l'ensemble des salariés. Rassurez que l'État s'en mêle un peu moins, quoi. Ce sont quand même les salariés qui reconnaissent aujourd'hui que leurs entreprises ont bien géré le Covid. Donc je pense laissons faire les entreprises, laissons chacun vivre. Il faut, ce qu'on a trop fait depuis le départ, on a géré le Covid comme un sujet court. C'est un sujet de temps long. Ça sert à rien de changer en permanence les règles. Faisons confiance aux gens. Les gens sont prudents. Ils font attention aux autres. Les entrepreneurs essayent de faire attention à leurs salariés, de prendre soin de leurs salariés. Les salariés font également attention aux autres salariés. Faisons confiance. On a commencé à... Et par ailleurs, la plupart des salariés sont l'immense majorité vaccinés. Il faut quand même également profiter de ça. L'immense majorité veulent aujourd'hui aller également, je dirais, bénéficier de leur dose de rappel. Tous les gens prennent les mesures pour gérer au mieux ensemble cette crise. J'en parle pas. On n'a pas besoin d'avoir une grande annonce à la télévision. C'est ce qu'on nous a vendu pendant 2 ans, si je peux. Oui, bien sûr, mais là,
voilà, Vous vous rappelez, c'est le professeur Salomon qui tous les jours... on envoie les voilà. Cinquième, on commence à avoir l'habitude. Voilà, c'est bon, ça on marche. passe à autre chose. Ben, Donc vous dites, parce que finalement, tous les chefs d'entreprise disent, laissons-nous gérer un peu cette crise avec nos salariés. On le voit bien. Aujourd'hui, on sait faire à peu près. Ça repart. Donc il faut... Ça repart très fort, oui. Très fort. Il faut resserrer les boulons sur les chasses barrières. C'est une évidence. Il faut certainement diminuer un peu aussi les contacts et bien sûr les grands événements vont mécaniquement s'arrêter. On se posait la question, nous, de les fêtes de Noël, etc. Bon, voilà, entreprise, très clairement. Oui, c'est des questions que vous posez, ça. Bien sûr, mais bien les sûr. grands rassemblements de fin d'année, les repas à Cotillon, ça va sortir... Voilà, ça va sortir, ou alors on va passer par un système de tests obligatoires. Enfin, voilà. Mais Ah tiens, d'ailleurs, test obligatoire, vous en pensez quoi? Parce que l'Allemagne dit, attendez, vaccin obligatoire, l'Allemagne est entrée sur cette logique. Elle n'a pas encore pris cette mesure. C'est-à-dire, il y a ceux qui seront vaccinés, puis ceux qui seront à août, pas vaccinés. On va jusque-là, si on veut vraiment avancer sur le sujet? Nous, aux entrepreneurs chrétiens, nous sommes contre le fait que les entrepreneurs, par ailleurs, je dirais, deviennent des policiers, et on n'est pas là pour connaître, je dirais, la situation de santé de chacun de nos salariés. Donc je pense qu'il faut quand même garder, il ne faut pas renoncer à tous nos principes, à toutes nos valeurs, celles qui étaient développées, je dirais, depuis des siècles, même sous le prétexte d'une crise sanitaire. La liberté. Donc aujourd'hui, il faut quand même rester ferme sur les principes essentiels, tout en gérant au mieux cette crise sanitaire, qui là encore peut encore durer. Donc il faut qu'on s'assure qu'elle pourra durer de façon relativement acceptable et agréable par l'ensemble de nos salariés. la politique de test, quand même, elle a prouvé son efficacité. Je pense qu'il faut continuer à inciter à tester, très clairement. Enfin, on nous dit que le nouveau variant qui arrive de l'Afrique australe, c'est le nouveau variant qui va s'imposer, qui va écraser le Delta. Une évidence. Est-ce qu'on ne doit pas, vous, chef d'entreprise, c'est une réflexion d'ailleurs sur le long terme, finalement accepter, et qu'on nous le dise d'ailleurs, de vivre avec ce Covid, quel que soit son nom, puisqu'il change de nom un petit peu comme les ouragans tous les 6 mois, on vit avec. Bien sûr, mais ça fait 2 ans, qu'on vit avec, on va encore vivre pendant plusieurs mois. Voilà, il faut, bien sûr, je pense, plusieurs années. Bien sûr. Enfin, De manière à ce qu'il n'y ait pas de surprise, quoi. Historiquement, toutes les grandes pandémies ont duré entre 18 et 36 mois. Donc, globalement, il faut se faire histoire. On n'a pas mieux géré cette crise que les autres civilisations ont géré les autres crises. Donc, aujourd'hui, on sait qu'une pandémie dure un certain temps. Il est probable qu'on aura plusieurs rappels à faire et un jour, elle disparaîtra parce qu'il y aura une immunité collective. Dans combien de temps, personne ne le sait. Mais en tout cas, on en viendra à bout. Enfin, immunité collective, je ne suis pas médecin, mais à condition que les variants ne se transforment pas. Mais même au bout d'un moment, mais l'histoire, encore, toutes les pandémies ont disparu. Oui, vous avez l'air d'avoir potassé le sujet, François Vigny. Non, mais souvent, vous êtes venu vous exprimer, souvent avec des informations extrêmement précises sur le sujet. Donc, vous nous dites 18-36 mois, on en est où, là, sur le calendrier? Non, on est plutôt à 24 mois, mais là encore, 18-36 mois après, une peut durer 42 mois. Donc, moi, là encore... Mais, vous n'avez pas de boule de cristal. Moi, j'avais toujours... Enfin, j'ai dit depuis le départ que malheureusement, il fallait sans doute se préparer au temps long. Ça se confirme. On est dans le temps long. Ça se confirme, et là encore... Mais il ne faut pas se dire que ça durera toujours. Je pense qu'il faut aussi que les gens se disent, il y a un moment où on en sortira. Mais après, elles étaient plus mortelles, donc elles étaient plus courtes. Parce que ça décimait évidemment beaucoup plus rapidement. Juste un mot sur le télétravail, plus personne vraiment n'en parle. La ministre a dit, Elisabeth Borne est revenue sur le sujet, soumettant l'idée qu'il faudrait peut-être y repenser sans rien imposer. Chaque entreprise est libre de gérer. Vous en êtes où? Le télétravail, c'est un acquis. Ça y est, il est entré dans les mœurs, dans l'assurance en tout cas. Bien sûr, on ne reviendra pas dessus, c'est une certitude. On a fait en 2 ans ce qu'on avait imaginé faire en 20 ans. Voilà. Accélérateur de bien transformation. sûr, accélérateur. Après, gardons le lien, la présence est importante, la formation, la visu, des jeunes qui arrivent dans l'entreprise, vous ne pouvez pas les mettre en télétravail full, c'est impossible évidemment. Donc, je pense qu'il faut jouer intelligemment, il faut alterner présence et télétravail. Le télétravail apporte quand même beaucoup de souplesse dans la vie quotidienne des gens, c'est une évidence. Voilà. Mais les gens sont aussi contents de venir au bureau. Donc l'hybridation convient à tout le monde, parce qu'on est parti sur l'hybridation, et je pense que c'est le modèle qui se propose. Chez vous, ça se passe comment? Ça dépend des situations des sociétés. Quand on est une société de taille relativement à taille humaine, avec des grands locaux, quand on est à la campagne, ou quand on est... Quand les gens viennent à Paris, je dirais même au bureau à pied, et que d'autres prennent 1h30 de transport, les situations sont très différentes. Donc il faut s'adapter aux situations, et là encore, laisser faire confiance aux gens, les responsabiliser et gérer ensemble cette crise du Covid. La liberté, ça sera peut-être le mot. Et la responsabilité. Et la responsabilité de chacun. Et responsabilité. Merci, c'était un plaisir, messieurs, de vous entendre. Cédric Pironneau, merci, cofondateur et DG de SPV Assurance, avec cette structure d'ailleurs, qui existe toujours, j'imagine, non? Vous continuez les formations à aller chercher. Assure-moi un projet. Assure-moi un projet, c'est intéressant de l'entendre. Merci à François Vigny, associé chez Sycomore Corporate Finance et l'un des membres éminents des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Je ne me trompe plus maintenant. Vous êtes parfait. Je vous vois sourire, c'est très important. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Ça, c'est un sujet aussi très très important. La pénurie d'infirmières et les infirmières mais touchées par cette tentation de Venise, l'envie d'arrêter ce métier qui les a épuisées et la reconversion des infirmières. C'est un sujet et on en parle.
Fenêtre sur l'emploi, pour rester un peu dans l'esprit du débat du cercle des experts, Pôle emploi, les demandeurs d'emploi, la reconversion, on en parle dans un secteur très particulier que vous connaissez, les infirmières. Elles ont parfois la tentation de Venise, elles ont été épuisées pendant cette crise Covid. Alors certaines veulent partir définitivement, puis d'autres ont peut-être envie d'évoluer différemment dans leur métier. Et on en parle avec Charlotte Kerbrat. Bon, Kerbrat, je ne savais pas si on disait le T. Charlotte Kerbrat, c'est un vrai plaisir de vous accueillir, fondatrice de Charlotte K. Évidemment, vous avez repris votre initiale. Infirmière de métier. J'ai envie de dire, Charlotte K, c'est le fruit de votre propre expérience, de votre propre parcours un peu galère. Et vous vous êtes dit, bah non, je vais quand même essayer de rendre et d'expliquer qu'on peut faire autrement. Comment s'est passée, vous, votre reconversion? Parce que vous n'êtes plus infirmière aujourd'hui. Non, je ne suis plus depuis 1 an et demi. J'ai complètement quitté la blouse. Donc chef d'entreprise. C'est ça. Un monde complètement différent. Et en fait, comment ça s'est passé? Ça s'est passé dès le début, en fait, assez vite après mon diplôme. Je me suis dit, en fait, j'ai envie d'évoluer au sein de mon métier, donc cadre, infirmière coordinatrice, Oui. etc. Mais en fait, je ne sais pas comment m'y prendre. Et en fait, ça a pris vraiment des mois, voire des années, où je me suis dit, j'ai envie de changement, mais je ne sais pas quoi faire. Et en fait, après des années de cheminement, on y arrive à se dire, en fait, je vais faire autre chose, parce qu'en fait, je trouve pas ce qui me correspond, je sais pas comment m'y prendre. Et en fait, comme on n'est pas accompagné, on se dit, en fait, je vais faire autre chose qu'infirmière. Mais Charlotte, vous ne faites pas partie de cette catégorie d'infirmières qui ont été percutées par le Covid, c'est-à-dire qu'on travaillait comme des dingues, à porter des corps, à bouger, travailler des heures incroyables. C'était pas ça votre réflexion à l'époque, c'était de vous dire, j'ai assez vite envie d'évoluer dans ma structure, quoi. C'est ça, voilà. Et vous n'avez pas trouvé d'évolution possible. Non, j'ai fait une première reconversion que je n'ai pas réussi en fait, parce que je trouvais quelque chose qui me plaisait, mais je n'arrivais pas à en vivre. Et je me suis dit, en fait, comment on fait pour trouver quelque chose qui nous plaît, où on peut en vivre, voilà. Quel équilibre en fait il faut trouver. Donc c'est vraiment avec mon parcours en fait que je suis arrivée à me dire, en fait en tant qu'infirmière on est mal accompagné, et en fait ça nous amène à se dire, je vais quitter mon métier. Exact. Et en fait c'est trop dommage, parce que souvent on peut rester infirmière mais le faire différemment en fait. Oui, c'est ça qui vous tient à cœur, parce qu'il y a le débat de celles qui vont partir ou Oui. qui sont déjà parties, ras-le-bol, et puis il y a celles qui sont toujours amoureuses de leur métier, et elles ont besoin finalement de Charlotte K pour leur dire non, reste, on va t'accompagner. Qu'est-ce qu'elles cherchent, ces infirmières qui veulent rester finalement dans la structure, dans leur métier? Elles aspirent à quoi finalement? Mais déjà elles ne savent pas toujours qu'elles veulent rester, et souvent c'est nous en fait, on a une équipe de 10 infirmières qui se sont reconverties et qui accompagnent les infirmières, et en fait elles ne le savent pas, elles viennent nous dire en fait là je veux quitter ma blouse, je veux plus être infirmière, je ne sais pas ce que je vais faire, mais je sais que je veux quitter l'hôpital, je veux quitter ma blouse. Vous expertisez les causes? C'est quoi les causes? Alors, c'est la fatigue. La fatigue qui date d'il y a très très longtemps, d'avant le Covid. Ouais, c'est le ça. Covid, c'est qu'une goutte, évidemment. La fatigue, le manque de reconnaissance, qui a été vraiment très important, et encore plus après le Covid, où on a eu un espèce de moment où on était des héros, et après, en fait, plus rien, un soufflé au fromage. Le manque de reconnaissance, la fatigue, et voilà, les horaires aussi, le rythme. À partir du moment où on a une vie de famille, on se dit, mais un week-end sur deux... des matins, des soirs, être rappelé sur le jour de repos, les vacances qu'on n'arrive pas à poser, c'est plus possible, quoi. Donc une envie de changer en fait. Oui, une envie de changer et globalement de retrouver finalement un cadre de vie, un équilibre de vie, ce qu'on entend aujourd'hui dans d'autres métiers. Il y a le sens, puis il y a le fait de retrouver un cadre de vie, ce qui est quand même très compliqué quand on est infirmière. Qu'est-ce qu'elles deviennent, celles qui veulent rester, quand elles vont vers un cadre de vie plus équilibré? On ne trouve pas, c'est pas possible. Enfin, infirmière, c'est infirmière. Non, il n'y a pas que ça. Elles peuvent faire infirmière en entreprise, par exemple, où elles ont des horaires de jour. De bureau, on va dire. Bureau. Infirmière scolaire aussi, où elles peuvent avoir des horaires de bureau. Infirmière à l'ARS, infirmière à la Sécu. Voilà, il y a des postes en fait d'infirmière où on peut avoir des horaires même en labo, en fait, où il y a il y a pas de dimanche, etc. Exact. Ça veut dire que vous, votre boulot, c'est là vraiment comme une sorte d'agence d'intérim, de recrutement et de placement, c'est que vous vous mettez aussi en contact avec ces institutions. Comment vous faites là? Expliquez-nous. Nous, on fait des bilans de compétences pour infirmières. Donc, un bilan de compétences qu'on a un peu revisité, parce qu'un bilan de compétences, ça date d'il y a quelques années, c'est un peu vieillot. Donc, c'est un mix entre bilan de compétences et développement personnel. Et du coup, on les aide vraiment. Alors, comme on fait que d'infirmières, on est aussi spécialisé là-dedans. Donc, on les aide en fait à trouver les bonnes structures, les bonnes passerelles aussi. Avec d'autres diplômes, maintenant, on a un niveau licence en tant qu'infirmière. Donc, quel master on peut avoir? Très important ça. Comment est-ce qu'on peut évoluer avec ce beau diplôme qu'on a? Et nous, les 10 coachs de l'équipe Charlotte K, on aime notre métier. On n'a pas été jusqu'au burn-out au point de te dire je veux plus être infirmière, j'aime plus ce métier, etc. On aime le métier. Ouais, toujours attaché. On a aussi à cœur de le faire évoluer. Et tout ça, vous parlez de directeur d'hôpitaux. Moi, ce que je prône aussi, c'est les masters qui sont possibles après infirmière, dont les masters... Formation. C'est ça, dont les masters management. Et en fait, je considère que s'il y avait plus d'infirmières
à diriger des établissements de santé et médico-sociaux, il y aurait plus de personnes de terrain, donc ils se rendraient compte de quelle est la réalité du terrain en fait. Il n'y aurait pas que des personnes qui seront dans leurs chiffres, à regarder que des C'est un peu le reproche qu'on fait aux directeurs d'hôpitaux. Ce sont des gens un peu techno qui viennent plutôt de grandes écoles, entre guillemets, et qui ne connaissent pas la réalité d'une journée d'infirmière ou même des gestes d'une infirmière qui sont parfois difficiles, qui sont fatigants. Est-ce que vous constatez, là, j'allais dire, je mets des guillemets, une forme d'hécatombe, c'est-à-dire une accélération de ces infirmières qui poussent la porte de Charlotte K et qui vous disent fais-moi le bilan de compétences, j'en peux plus? Ouais, il y a une accélération, pas tout de suite pendant le Covid. Moi, j'ai fait la première vague en renfort en EHPAD. Et en fait, quand on était dedans, on était tellement dedans, sous l'eau, qu'on n'arrivait pas à se dire, OK, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et le mois de septembre qui a suivi, on a vu tous les médias dire, elle se reconvertisse en tant que pâtissière, en tant que... C'est vrai? Parce que là, vous avez réfléchi? Elle n'était pas tout de suite reconvertie. En fait, ça, c'était un peu des médias qui en faisaient un peu trop. Ah, les médias. Clairement, on était sous l'eau, en fait. Et même après la deuxième vague, ça a commencé tout juste, en fait. Et là, maintenant, elles se disent, OK, ça va durer longtemps, comme vous le disiez tout à l'heure. On est parti pour un bon bout de temps. OK, en fait, il me faut quelque chose d'autre pour le long terme parce que là, je ne tiens plus. Et elles ont aussi vécu des choses pendant le Covid. Très très difficile, avoir des salles de pause qui se transformaient en morgue, avoir des patients décédés tous les jours, c'était des chocs horribles en fait. Elles se disent mais ça, la souffrance, je n'en peux plus. Elles ont leur coupe la coupe est pleine, de douleur, qui est pleine en fait. Et elles se disent ok là je peux plus, il me faut autre chose. Charlotte Kerbrat, donc vous avez beaucoup d'infirmières à qui vous faites un bilan de compétences avec votre équipe de coach. Une fois que le bilan est terminé, est-ce que vous réussissez entre guillemets à les placer toutes là où elles ont envie d'aller? C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce qu'il n'y a pas un côté déceptif en disant, voilà, il y a un nombre limité d'infirmières scolaires, il y en a un nombre limité à l'ARS, et que le principe de réalité, c'est qu'il y a plus de demandes à l'hôpital qu'à l'ARS. Comment vous gérez ça? Justement, notre bilan, en fait, si vous voulez, par rapport à un bilan classique, donc non seulement on est spécialistes infirmières, mais aussi on va plus loin, en fait, si vous voulez, dans le après. On ne les laisse pas en train de leur dire, ok, tu veux être infirmière scolaire, c'est ce qui te correspond, point barre, salut, à la prochaine. Pas du tout. Elles rentrent dans une communauté d'infirmières, en fait. On fait des séances collectives régulièrement. On se parle. Une fois qu'elles sont en accompagnement, elles restent à vie dans la communauté. Donc en fait, c'est vraiment une communauté en fait qu'elles rejoignent et après on les aide jusqu'au bout. Tant qu'elles ont besoin, même si c'est 6 mois, 1 an après, on est toujours super motivés de les avoir, on a envie de les aider à aller jusqu'au bout. Et pour ça, le réseau, en fait, ça fait tout. Parce qu'en fait, les infirmières, il y en a qui partent, qui reviennent, qui quittent des postes d'infirmières scolaires, donc d'autres qui en ont besoin, etc. Et ça, c'est vraiment important de serrer les coudes. Surtout et le réseau, ce qui permet de savoir où ça bouge, un poste se libère, évidemment. Vous, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Je pose souvent cette question dans Fenêtre sur l'emploi, parce que vous êtes passé d'un métier dans l'humain pur, dans la souffrance, dans l'accompagnement, et vous êtes devenu chef d'entreprise. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, vous faites de la compta. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Déjà, je fais pas de compta parce que j'aime pas les chiffres. Bon, ça, c'est réglé. Je ne gère pas ça. Donc, Charlotte est une comptable. Oui, je fais que ce que j'aime, en fait. Et moi, je considère qu'avant, donc moi, j'ai fait beaucoup de chirurgie, beaucoup de rééducation aussi. Avant, je traitais une partie de la personne, donc juste une plaie, juste voilà. Et maintenant, j'aide, en fait, les personnes à changer de vie. Dans sa globalité. Dans sa globalité. Et je vois le avant-après, le avant qui est pas toujours facile. Et le après, je vois des paillettes dans les yeux, les personnes qui retrouvent un épanouissement pro et aussi perso, parce que les deux sont très liés. Et en fait, de voir ça, en fait, c'est canon, c'est vraiment super. Voilà. Vous en parlez avec passion en tout cas. Merci Charlotte Kerbrat, fondatrice de Charlotte K, créée il y a maintenant presque 2 ans. C'est ça. C'est un vrai plaisir. Il y a un site internet, c'est évident, et une communauté. Voilà, vous n'êtes plus seul quand vous rentrez chez Charlotte K. Merci d'avoir partagé et terminé cette émission avec moi. C'est la fin de Smart Job. C'est un vrai plaisir évidemment de partager ce moment avec vous. Merci pour vos réactions sur internet et les réseaux sociaux. Merci à notre réalisatrice. Merci à notre ingénieur du son Héloïse, merci à Fanny Griesmer et à Margot Ruot qui m'ont accompagné dans cette aventure. Portez-vous bien d'ici là, puis restez fidèles au programme de Smart Job et de Bismart, bien sûr. Vous avez le choix. Bye bye.